Mon appel est un appel pressant. En 5 ans, TV Liberté a construit l'inimaginable. Une télévision libre, indépendante, avec des journalistes, des professionnels de la production, de la réalisation qui vous livrent une information vérifiée et exemplaire. Face à la presse classique qui s'écroule, la presse alternative et l'avenir. Mais l'avenir ne peut se faire sans vous, sans votre aide, sans votre argent. Et nous n'y sommes pas encore. C'est pour cela que je vous presse de faire un don défiscalisé à TV Liberté avant le 31 décembre, c'est-à-dire maintenant. Alors que des milliards d'euros ont été débloqués pour l'accueil des clandestins, les résidents des EHPAD restent sur le banc de touche. Face au mal-être de plus en plus profond, le ministre de la Santé Agnès Buzyn a lancé une grande concertation nationale. L'Église de France a la peine pour l'exercice 2018 du denier du culte. Les bouleversements fiscaux de cette année et les difficultés internes à l'institution devraient porter préjudice aux caisses épiscopales. Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnes âgées laissées à l'abandon. Face au mal-être des résidents des EHPAD, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a lancé une grande concertation nationale. Une bien timide réponse alors que l'État a consacré des milliards d'euros aux clandestins. Les anciens moins bien traités que les clandestins, c'est le triste bilan dressé par de nombreux résidents des EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors que le mal-être se fait de plus en plus ressentir, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a lancé une grande concertation nationale début octobre. Une grande concertation ayant pourtant un écho moindre que lorsqu'il s'agit de défendre les clandestins. Ainsi, une première demande a émergé, celle de la condition de travail des soignants. D'ailleurs, les délégués syndicaux du secteur de l'aide aux personnes âgées ont dénoncé un mépris de l'État, lequel se traduit par la fin de non-recevoir reçus de l'Élysée à leur demande de rendez-vous pour évoquer les difficultés rencontrées par les personnels qui travaillent dans les quelques 7300 EHPAD en France. Des conditions de travail à l'origine de la situation explosive. En effet, l'association Les Petits Frères des Pauvres a recueilli les réflexions de 97 résidents d'établissements pour personnes âgées et le constat est similaire au fur et à mesure des témoignages. Contrainte d'emménager dans un EHPAD, manque de vie sociale et d'échanges avec le personnel soignant, le mal-être est profond et il ne cesse de se creuser. Viennent ensuite les misères du quotidien qui, mises bout à bout, alimentent le sentiment de tristesse et d'abandon, la nourriture fade, le manque d'intimité, les horaires imposés, bref, un quotidien de personnes totalement en marge de la société. Et pourtant, les aînés ont participé toute leur vie au fonctionnement de la société et continuent de le faire bien après leur retraite. Pire, pour vivre dans ces conditions, les personnes âgées doivent débourser entre 80 et 140 euros par jour selon le degré d'autonomie et l'état de santé du résident. Un coût faramineux quand dans le même temps, les milliers de clandestins sur le sol français sont pour la plupart nourris, logés et habillés, le tout avec l'argent du contribuable. Face au trop peu d'actions gouvernementales, les personnels et les résidents réclament des mesures d'urgence se traduisant notamment par la création de plusieurs milliers de postes et des revalorisations salariales immédiates, sous peine de voir une autre branche de la société se mêler à la révolte sociale. C'est la fin de l'année, l'heure des derniers dons et c'est déjà l'heure du premier bilan pour de nombreuses structures. Parmi celles-ci, l'Église catholique qui devrait enregistrer une baisse significative de ses dons, une conséquence directe des dernières dispositions fiscales. Olivier Frère-Jacques. La conférence des évêques de France s'inquiète des derniers chiffres du denier de l'Église. Cette conférence épiscopale nationale, présidée par l'évêque Pontier de Marseille, affirme par la voix de son secrétaire général être clairement face à un déclin. Et pour cause, parmi les raisons de ce déclin de l'institution en France et des dons qui lui permettent de vivre, on peut aisément trouver de multiples explications. Baisse du nombre de vocations, baisse du nombre de baptêmes, absence de pratiques régulières ou encore rejet de la religion et surtout indifférence. Des éléments bien réels, notamment depuis la crise qu'a engendré le Concile Vatican II, mais qui ne sauraient expliquer à eux seuls les difficultés financières de l'exercice 2018 du denier du culte, appelé aujourd'hui denier de l'Église.
Alors que ce denier représente 40% du montant total des dons reçus par les diocèses, les chiffres de fin septembre faisaient état d'une baisse de 5,5% par rapport à l'exercice précédent. Une baisse terrible qui tire aussi son origine de la politique fiscale menée par le gouvernement, maintien d'un impôt sur la fortune immobilière et augmentation des prélèvements, mais surtout la peur du prélèvement à la source. Et pourtant, l'arrivée de ce nouveau mode de prélèvement n'enlève aucunement la possibilité de déduction fiscale. Mais comme beaucoup d'autres institutions ou associations, l'Église de France n'a pas su communiquer sur le sujet. Un problème qui touche donc bon nombre de structures associatives qui pourraient inverser la tendance lors de l'exercice suivant, à condition d'adopter une démarche plus pédagogique. En attendant, l'Église, elle, va devoir faire face à un casse-tête. Alors que jusqu'à présent, l'institution s'en sortait très bien en compensant la perte de donateurs liée au vieillissement par une hausse du don moyen, don qui atteignait tout de même 232 € en 2017, les années à venir s'annoncent beaucoup plus compliquées. Et si une ultime campagne de dons a été lancée le 20 décembre et qu'une plateforme de dons unique et directe verra le jour en 2019, sur le long terme, l'institution devra envisager d'adopter un nouveau modèle, si ce n'est se transformer en profondeur. Car outre le vieillissement des fidèles et la baisse de fréquentation des églises, le phénomène auquel vont devoir faire face les diocèses est la communautarisation du don, à savoir l'abandon par de nombreux catholiques du denier de l'Église au profit de dons versés directement à une communauté, une fraternité ou une structure catholique plus proche de leur foi ou de leurs convictions. Le Japon relance la chasse à la baleine. Mercredi, l'archipel nippon a annoncé son retrait de la Commission baleinière internationale pour reprendre le commerce dès juillet. Un défi lancé aux défenseurs du cétacé. Il existe environ 90 espèces de baleines, dauphins et marsouins dans le monde, regroupées sous l'ordre des cétacés. Si toutes sont plus ou moins en danger, certaines font partie des plus menacées de la planète. Les prises accidentelles sont particulièrement meurtrières. 300 000 cétacés meurent chaque année en s'empêtrant dans des filets de pêche. Plusieurs espèces de baleines ont frôlé l'extinction au XXe siècle car elles étaient massivement chassées pour leur chair et leur graisse, utilisées dans la fabrication de savon et de combustible. La chasse commerciale a donc été interdite en 1986 par un moratoire international voté par la Commission baleinière internationale, l'organisme qui régule cette industrie. Mais plusieurs centaines de baleines sont toujours tuées chaque année, principalement par la Norvège, l'Islande et le Japon, qui profitent des failles juridiques du texte. Le plus gros chasseur est de loin la Norvège, avec une pêche record de 736 baleines de mink en 2014. La même année, 355 baleines ont été harponnées par des communautés autochtones du Groenland, de Sibérie orientale, d'Alaska ou des îles Saint-Vincent et Grenadines, le moratoire autorisant la chasse aborigène dite de subsistance. Signataire du texte, le Japon prétend chasser les baleines à des fins scientifiques. Il a été contraint de renoncer à la saison 2014-2015 après une décision de la Cour internationale de justice, considérant qu'il détournait cette activité à des fins commerciales. Mais il a repris la chasse l'année suivante avec un nouveau programme réduisant de 2/3 ses objectifs de prise. Pour les opposants, cette chasse, qui peut être pratiquée à l'aide de harpons explosifs, est inhumaine et condamne les baleines à une mort lente et douloureuse. D'autre part, l'industrie baleinière a tendance à décliner et la demande de viande est en baisse. Les baleines sont aussi menacées par les activités pétrolières, la pollution des mers, la perte de l'habitat et des ressources alimentaires. Mais tout n'est pas perdu. En 2016, les États-Unis ont retiré la majorité des populations de baleines à bosse de la liste des espèces en danger, signant le succès des politiques de protection. Et pourtant, le Japon compte bien reprendre la chasse à la baleine à partir de juillet prochain, une décision qui ne fait pas l'unanimité auprès de tous les Japonais. 私なんかもそうですけど、小さい頃からクジラを食べるという習慣はありますけど、でもその辺を日本の考えだけで反対してその商業捕鯨を続けていいのかどうかっていうのはちょっと疑問に思います。はい。そうですね。クジラやっぱあんまなんだろうな、食べる収集というかあんまりないというか、なんかやっぱ反対というか賛成ではないですね、あんまり。はい。
Et on retrouve Olivier Frère-Jacques maintenant pour l'actualité en bref. Florian Philippot tend la main aux Gilets jaunes. Ce jeudi, le président des Patriotes a déclaré vouloir conduire une liste hybride, mi-patriote, mi-Gilets jaunes. L'ancien numéro 2 du Front National a même déposé la marque Gilets jaunes auprès de l'INPI. Avant lui, le Parti communiste et le Rassemblement national avaient aussi proposé aux Gilets jaunes de rejoindre leur liste en vue des élections européennes. C'est votre dernier mot, monsieur le président. L'ex-chef de l'État, François Hollande, aurait été approché par la production du jeu télévisé Qui veut gagner des millions. Cependant, il y a peu de chances que le socialiste accepte l'invitation. Le président, qui multiplie les apparitions depuis la sortie de son livre, aurait même décidé de ne pas donner suite. Et pourtant, gagner des millions aurait peut-être pu servir à son ancienne formation politique, le Parti socialiste, aujourd'hui bien à la peine. Des vœux pour lancer la campagne électorale. Dans sa carte de vœux adressée aux députés, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a appelé à porter l'idéal européen partout en France. Un message à peine caché pour mobiliser les membres de La République En Marche en vue des élections européennes de mai prochain. Pas sûr que cette carte de vœux financée par le contribuable parvienne cependant à inverser la tendance. Grande première pour Donald Trump. Pour la première fois depuis le début de son mandat, le président américain a effectué son premier déplacement sur une zone de guerre. Le locataire de la Maison-Blanche a rendu une visite aux militaires américains stationnés près de Bagdad en Irak. Face aux soldats, Donald Trump a défendu sa décision contestée par ses propres conseillers militaires de retirer les 2000 hommes et femmes stationnés en Syrie. Et un Américain qui fait des prouesses cette fois-ci, âgé de 33 ans, Colin O'Brady, est entré dans l'histoire en réussissant la traversée de l'Antarctique en solitaire et sans assistance. Il a fallu 54 jours à cet ancien athlète professionnel pour parcourir près de 1600 km sur ces terres hostiles du bout du monde. Et dans un instant, notre Zoom du jour, Jean-Michel Vernochet vient évoquer son ouvrage En l'an 68. Faire appel aux émotions, aux passions de l'individu, on va lui dire mais vos instincts, c'est... Au fond, on a une subversion du bas par le haut. Déjà dans le marxisme habituel, dans le marxisme-léninisme, c'est le monde ouvrier qui prend la tête de la tête, qui prend la place de la tête. Là, ça va être le bas-ventre. Dans le freudo-marxisme, c'est-à-dire vos instincts, donnez libre cours à vos instincts et vous serez des hommes libres. Bon, ça c'est une chose. Quand à l'école de Chicago, c'est les deux fleuves se rencontrent, les eaux rouges se mêlent aux eaux jaunes ou marron, comme vous voulez. C'est la théorisation de l'hypercapitalisme ou de l'anarcho-capitalisme ou de l'ultralibéralisme. La convergence de la droite et de la gauche, c'est ça ? C'est plus qu'une convergence, c'est une réunion. Et ce soir, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lann nous explique pourquoi Clovis s'est fait baptiser. Et tout de suite, une nouvelle chronique de La France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. On ne voudra pas de raconter, ou plutôt d'évoquer pour une fois un souvenir personnel, je veux dire sans en passer par l'expérience de mes voisins de village. C'est à propos d'un grand acteur mort depuis longtemps que j'ai interrogé il y a 40 ans chez lui à Paris pour le compte du Figaro. Je veux parler de Jean-Louis Barrault qui m'a reçu un jour dans un appartement couvert de tentures rouges proche du théâtre qu'il dirigeait aux Champs-Élysées et qui finissait sa vie là couvert d'honneur après avoir été l'un des plus fervents soutiens des 68 arts. Oui, en 68, il officiait à l'Odéon. Il a dit aux grévistes qui venaient envahir son théâtre de monter sur scène et puis il a expliqué ce soir-là combien il était à leur côté, etc. Et donc ce grand révolutionnaire, ce grand ami du peuple, était 15 ans après, en 81, littéralement confit dans l'approbation du pouvoir en place, je veux dire celui de Mitterrand. Et le fait d'avoir pris fait et cause pour les gilets jaunes de l'époque, je veux dire de 68, lui avait valu un surcroît de consécration auquel lui-même, et il me l'a dit, n'avait même pas songé. Il en était surpris.
On commence à voir où je veux en venir. Je veux en venir à la question où sont en ce moment les artistes, les vedettes, puisque la France est quand même en train d'exprimer un malaise assez comparable à celui de 68. Et bien pour la réponse, on va abréger un peu parce qu'on n'a pas le temps. Eh bien, ils sont planqués, tout simplement, en attendant de voir de quel côté ça va tourner. D'un côté, ils sont convaincus qu'ils ne vont pas pouvoir ignorer longtemps le sentiment qui se dégage du pays entier, puisqu'après tout, c'est le public qui les fait vivre. Et il est très significatif que les deux seuls soutiens déclarés pour l'instant, je ne cite pas les noms, soient les plus proches d'une certaine France qui sait ce que c'est que les fins de mois difficiles. Mais de l'autre côté, le gros de la troupe des artistes, et ce n'est pas valable que pour les acteurs et les chanteurs, c'est aussi valable pour les plasticiens, etc., contrairement à ce qui s'est passé en 68, ne lève pas le petit doigt pour l'instant. Et pour quelle raison? Eh bien parce que, pour abréger là encore, parce que contrairement aux acteurs de 68, ils sont du côté du manche, c'est-à-dire du pouvoir. Ils sont bien en cours, ils ont épousé le régime Macron en quelques mois de manière scandaleuse. Il faut dire que le régime Macron dîne un soir sur deux avec les banquiers et les producteurs qui entrent en participation dans des projets de films, qui sont propriétaires de chaînes de télé, de maisons d'édition. Il faut dire aussi que l'un des plus gros producteurs à Paris est ouvertement dans le comité de soutien du président Honny. Et là, il faut absolument citer un exemple éclatant de cette collusion que l'on doit en grande partie à l'activisme de la femme du président, la fameuse Brigitte. Cette fois, on est bien obligé de citer un nom, celui de Michel Drucker. Figurez-vous que Michel Drucker se répand en ce moment dans la presse sur le thème « Ah, ça serait bien si la femme du président consentait à venir passer l'après-midi du dimanche sur mon plateau ». Il répète ça à tout le monde, que c'est un rêve inaccessible. Il demande presque aux journaux de s'entremettre pour montrer qu'il a envie de le faire. Et là, la France profonde, celle de mon comptoir, là, se dit, mais qu'est-ce qu'il lui pense, ce type? Il fait le siège de l'épouse d'un président qui est à 20% dans les sondages. Mais monsieur Grillet ou quoi? Et la réponse est encore le fameux Gustave à qui je posais la question, qui me l'a donnée. Je crois que j'ai l'explication, m'a-t-il dit. Et là, il a marqué un petit temps d'arrêt en jetant un œil sur l'écran de Drucker où on voyait toujours les mêmes, je veux dire les mêmes depuis 30 ans. Je ne serais pas surpris que ce soit l'Élysée qui lui ait téléphoné pour lui dire « ça serait bien si tu invitais la première dame en ce moment ». Alors l'autre a dû répondre « non, je ne peux pas l'inviter aussi vite, il faut me laisser le temps que ça paraisse naturel, le temps de prétendre que ça vient de moi, alors laissez-moi faire ». Et depuis un mois, le type te raconte « ah, j'aimerais tellement qu'elle dise oui », alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est l'inverse, c'est l'Élysée qui lui a dit « au pied, couché, Drucker, pas bouger ». Et pourquoi? Eh bien, m'a dit Gustave, en manière de conclusion lapidaire, parce que dans leur système de fonctionnement, là, ils croient que tout est une affaire de communication et que pour redresser un président qui passe sous la barre des 20%, il suffit que sa femme aille dire « il n'est pas du tout ce que vous croyez ». Du coup, on comprend pourquoi aucun artiste ne bouge le bout de l'oreille en faveur des Gilets. Ils attendent tous que la chute soit inévitable et que les financiers du cinéma et de la chanson disent « bon, là, c'est plus possible, on va changer de poulain ». Alors là, tu vas tous les voir accabler celui qu'ils ont hissé au pouvoir, mais le peuple, lui, a déjà tout compris. Et là, Gustave a cité un nom qu'il aimait bien, celui de Bigard. Il m'a dit, toute l'histoire de la France des 30 dernières années, au fond, celle qui est dans la rue aujourd'hui, se retrouve dans la carrière de ce mec hissé par la faveur populaire jusqu'à remplir des stades entiers il y a 20 ans. Il a fait l'objet ensuite d'une tentative d'assassinat médiatique planifiée. On est allé jusqu'à lui dire que ses sketchs étaient beaufs, vulgaires, etc., alors que c'est Palmade, le chéri du tout Paris, qui les écrivait. Mais le système a décidé d'écraser un type qui plaisait à la France indésirable, celle qui est dans la rue en ce moment. Je ne suis pas sûr qu'il soit invité chez Drucker avec la première dame, a-t-il conclu ce Bigard. Ben nous non plus, on n'en est pas sûr. Vous allez me dire, on n'est même pas certain que l'opération tout entière se fasse. Vous avez raison, Gustave, lui, pense que les risques d'une telle opération seraient énormes, aussi énormes que les ficelles pour essayer de la monter. Donc il est possible que finalement elle n'ait pas lieu, mais comme le pouvoir nous a toujours habitués à prendre les mauvaises décisions, vedremo, on verra, a dit Gustave. Eh bien nous nous contenterons de cette conclusion provisoire. Abonnez-vous, merci.